Ça y est. Ok. Oui, il y a des Brice. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire où vous allez découvrir la stratégie Push and Pull du projet Healthy 2 pour un biocontrôle contre les TRIPS. Donc, Bonjour à vous. Ce webinaire est organisé par Agri-Sud-Ouest Innovation dans le cadre du cluster Biosolutiona. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en visionnage différé sur nos différentes plateformes. Je m'appelle Isabelle Mann. Je suis chargée de projet Agri-Sud-Ouest Innovation et je vais animer ce webinaire avec Brice Bourdin, qui est chargé de mission pour le cluster Biosolutiona. bonjour, Avant enchanté. de commencer, quelques consignes à partager ce matin sur le fonctionnement de ce webinaire. Vos micros et vos vidéos sont volontairement coupés. Aussi, pour interagir, vous allez pouvoir utiliser en haut de votre écran l'onglet Conversation pour nous pousser vos différentes questions. Brice, je te laisse la main pour la présentation du cluster. Oui, donc je vais vous présenter le cluster Biosolutiona qui est une directive, en fait, même plus une demande de la région, qui est un cluster qui regroupe des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et des centres techniques ainsi que des centres de recherche pour déployer le biocontrôle et les biosolutions en Nouvelle-Aquitaine et plus largement en France. Donc ce cluster, comme je dis, réunit des entreprises, réunit des gens qui produisent des biocontrôles, des solutions de biocontrôle et biosolutions, mais également qui les utilisent. Donc, en tant qu'animateur de ce cluster, nous organisons des journées, nous organisons des groupes de travail, et en particulier la semaine prochaine, le 26 mai, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, on a une journée où on communique sur les produits de biocontrôle et de biosolutions en étagère des entreprises aquitaines pour le déploiement des biosolutions. Et donc, ce webinaire s'inscrit totalement dans cette démarche, dans cette feuille de route portée par la région Nouvelle-Aquitaine de biocontrôle et biosolutions et dans ce cluster. Donc, merci de la participation des présentateurs du webinaire et merci à vous d'être présents dans ce webinaire. Ce matin, nos intervenants experts sur la stratégie Push and Pull sont Patience Le Costumeur, qui sera accompagné de Guillaume Détotte pour l'Université de Bordeaux et le laboratoire BSE. Nous accompagne aussi ce matin Benjamin Gard, expert en protection intégrée sous abri en culture légumière pour le CTIFL. Émilie Mogin, aussi experte en protection intégrée sous abri en culture ornementale pour le Ascrédor. Et Margot Tixeron, responsable performance et innovation chez Agriodor. Émilie, je te laisse la parole. Non, euh, patiente, je te laisse la parole pour présenter le laboratoire BSE. Merci. BSE, c'est un laboratoire de sciences économiques de l'Université de Bordeaux qui rassemble plusieurs chercheurs. Donc, j'interviendrai parce que je suis chercheuse en sciences économiques dans ce laboratoire, également avec Meider Saint-Jean, qui est économiste à BSE, et Guillaume Detto, qui est notre stagiaire sur ce projet. Et nous appartenons tous les trois au programme 1 qui est spécialisé sur l'analyse de l'innovation, des sciences et de l'industrie. Benjamin, Alors du coup, moi j'appartiens au CTIFL, donc c'est le Centre technique interprofessionnel sur les fruits et légumes. Donc c'est un centre technique qui a pour vocation de travailler pour l'ensemble de la filière fruits et légumes, de la distribution, en passant par la production, le stade de gros et l'expédition. Donc voilà, on est 300 salariés répartis sur 5 centres et 50 à travers la France. Moi, je suis basé à Balandran, dans le sud-est. Et donc, les enjeux, pour résumer, les enjeux stratégiques du CTFL, donc c'est alternative aux produits phytosanitaires,
le maintien de la qualité des fruits et légumes, réduction de l'utilisation des énergies fossiles sous serre, l'étude et le développement de solutions et de mécanisation et d'automatisation, et l'évolution des modes de consommation des fruits et légumes. Merci. Émilie? Bonjour, Émilie Mogin. Donc moi, je vais intervenir pour l'Institut technique Astre d'Or qui regroupe toute la filière ornementale pour la production, le commerce, le paysage, mais aussi les jardins et espaces verts pour la culture des plantes ornementales. Nous, on a 6 unités territoriales réparties sur le territoire et 3 UMT qui travaillent ensemble à la recherche et l'innovation autour des solutions alternatives, notamment aux produits phytosanitaires, mais aussi tout ce qui est agrosystème et transition, la place du végétal dans nos sociétés, mais aussi dans les paysages urbains, et enfin tout ce qui est diversification de gamme et d'utilisation des végétaux dans son ensemble. Les 2 axes de travaux d'Astre d'Or sont autour de la recherche et l'innovation, mais aussi une des spécificités de notre institut, c'est l'accompagnement et l'expertise autour du conseil et de la formation des entreprises du végétal pour faire à la fois remonter les besoins des professionnels, pour étudier les programmes de recherche adaptés et les transférer ensuite les solutions sur les entreprises. Et Margot? Bonjour à tous. Donc, j'interviens, Margot Tixeron, responsable de la performance et de l'innovation à Agriodor. Donc, je vais intervenir pour présenter les travaux qu'on mène à Agriodor. Donc, Agriodor, c'est une jeune entreprise qui a une forte expertise en écologie chimique. On propose des solutions complètes pour protéger les cultures à base d'odeur. Et on est une entreprise focalisée autour de la R&D, répartie entre 2 gros départements, un département laboratoire, recherche et développement, où on produit les solutions odorantes qu'on va formuler et identifier au laboratoire, et tout un pôle terrain où on va tester nos solutions au champ, les homologuer et aller jusqu'à la commercialisation de ces solutions-là. Nous partons maintenant pour 1 heure de présentation du projet et des résultats du projet LC2. Et Émilie, je vais te laisser la parole. Cette heure de présentation sera suivie d'une demi-heure de discussion, questions-réponses. Profitez de la présentation pour faire remonter vos questions via l'onglet « Participants ». Merci à vous. Bon visionnage. Bonjour à tous. Alors, en tant que pilote du projet LC2, je vais vous présenter un peu le contexte, les enjeux de ce projet. Puis ensuite, BSE nous présentera un peu les résultats de l'enquête socio-économique auxquels certains d'entre vous ont participé pour identifier les besoins des agriculteurs sur l'accompagnement de la stratégie à base de médiateurs chimiques dans les serres contre le TRIPS. Ensuite, nous vous présentons un peu les résultats de la preuve de concept qu'on a menée dans les serres sur les essais en culture de poivrons et de verveine de cette technique. Et enfin, on parlera de comment développer un produit adapté à ces utilisations avec des essais comportementaux au laboratoire. Alors, pour situer un peu le projet et le ravageur. Donc, le ravageur Franklinella occidentalis, c'est un petit trips qui est mondialement dispersé dans les différents pays. C'est un ravageur multifilière qu'on retrouve aussi bien en Amérique du Nord qu'en Australie. Il s'est développé à la faveur de l'apparition de résistance aux produits phytosanitaires, mais aussi de la réduction du spectre d'activité des produits phytosanitaires et des usages, et notamment la faveur du biocontrôle qui parfois ne cible que certains stades du ravageur a permis son développement. Par ailleurs, on parle souvent d'une espèce de TRIPS, Franklinella occidentalis, qui est l'espèce la plus courante, mais on voit aussi de nouvelles espèces émergentes, notamment en France ces dernières années, qui sont liées en partie à la mondialisation des échanges. Donc, à propos du TRIPS, dans cette présentation, on parlera surtout de Franklinella, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres espèces de TRIPS qui existent, comme c'est illustré par le schéma suivant, et qui émergent.
Enfin, le changement climatique est quand même plutôt favorable au développement de ce ravageur qui aime les climats plutôt assez chauds. Alors, quand on s'attache à travailler une nouvelle stratégie de lutte, il faut toujours repartir du cycle biologique du ravageur. Donc, bon, le TRIPS est un insecte polyphage, piqueur-suceur qui s'attaque à une grande gamme d'hôtes. Et en plus, sa particularité, c'est qu'il est vecteur de virus, notamment de tospovirus du type TSWV. Dans le cadre de ce projet, on s'est surtout attaché à travailler sur la phase adulte du ravageur. En fait, ce TRIPS, il va pondre dans la feuille, donc c'est un stade qui est difficilement atteignable. En fait, après, il va y avoir le stade larvaire qui va se développer environ pendant 7 jours sur la feuille, qui est celui qui est généralement ciblé par la lutte biologique dans les serres. Après, on a une phase qui va passer au sol pendant environ 5 jours, donc difficilement atteignable aussi. Ce stade de nymphe, il peut aussi se faire dans les boutons floraux, donc c'est pas plus facile à atteindre. Et après, on a donc l'adulte qui va se déplacer et être responsable de la dispersion de l'espèce. Et ce stade, il est très long et aujourd'hui, il est difficilement atteignable par les stratégies de biocontrôle. D'autant plus que ce TRIPS, il a une reproduction rapide et importante. Donc, je vous ai remis un petit schéma pour vous montrer quand même qu'un TRIPS, en 2 mois, eh ben, ça peut donner jusqu'à 6000 TRIPS environ. Donc, si on ne fait rien, on voit qu'assez vite, la population peut augmenter. Donc, on s'est attaché à travailler plutôt sur les médiateurs chimiques parce que c'était une classe des catégories de biocontrôle qui était encore assez peu étudiée. Donc, quand on parle des médiateurs chimiques, on pourrait dire odeur. En gros, c'est tout ce qui sont les substances qui sont émises et qui ont valeur de signal entre les êtres vivants. Si on parle souvent des phéromones, qui sont les odeurs qui sont émises pour communiquer à l'intérieur d'une même espèce, mais il y a tout un tas de composés qui vont permettre de communiquer entre le TRIPS et la plante, par exemple, ce qu'on appelle composés allélochimiques. Le TRIPS, quand il va chercher sa plante hôte, il va utiliser 2 sens, la vision et l'olfaction, et on peut utiliser ces sens pour décliner ça en stratégie de protection. Donc, si on utilise la vision, on va couramment utiliser des panneaux englués bleus ou jaunes qui permettent de faire du piégeage de masse. Et si on y rajoute des odeurs, en fonction de la stratégie qu'on va adopter, on va pouvoir faire de l'attract and kill si on met un attractif sur un piège englué, par exemple, ou la stratégie qu'on va appeler push-pull quand on va combiner un attractif, un répulsif et un piégeage de masse. Dans un premier projet, qui s'est appelé donc ELSI-1, ELSI, c'était l'acronyme pour huile essentielle comme alternative à la lutte contre le TRIPS et on s'était intéressé à voir si on pouvait utiliser des huiles essentielles comme, médiateurs, chimiques, notamment répulsifs. Parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments bibliographiques qui montraient que notamment, les composés comme le thymol ou le carvacrol pouvaient avoir, cet impact-là. Et on a montré au bout de 3 ans de projet, qui était aussi un projet CASDAR, que l'huile essentielle de thym à thymol permettait de lutter contre le TRIPS Franklinella occidentalis, notamment en réduisant l'oviposition de l'insecte, réduisant les dégâts et réduisant le nombre de larves. Donc, on avait fait un certain nombre d'essais en cage, mais aussi en serre. Et à la fin de ce projet, on avait identifié un certain nombre de freins pour pouvoir développer vraiment une approche en production chez les agriculteurs, notamment l'homologation de ce type d'approche. Homologuer une huile essentielle, c'est pas forcément évident. De formuler un produit adapté, sachant que c'est pas forcément notre métier en tant qu'institut de recherche et qu'il fallait s'accompagner d'entreprises qui pouvaient le faire. De l'impact que pouvaient avoir ces produits sur la faune auxiliaire, qui sont quand même toujours largement utilisés dans les serres, et de l'effet climat de nos serres. Donc, on s'est attaché à construire un autre projet, ELSI2, dans la continuité, où on s'est, avec plusieurs acteurs autour de cette thématique, combinés pour travailler à ces différents freins, avec le laboratoire Agréodor pour tout ce qui est formulation, comportement, dans le respect de la réglementation française, les instituts techniques agricoles entre le CTF et le Végéta et Astrodor pour tout ce qui est preuve de concept et développement d'une stratégie dans le respect des systèmes de culture qui sont pratiqués aujourd'hui.
mais aussi avec une approche socio-économique, et ça c'est plus innovant, pour aussi s'intéresser les besoins, identifier vraiment les besoins aussi des producteurs et savoir quels étaient les leviers pour adopter ce type de pratique dans les serres. Et enfin, s'adjoindre des financements adaptés pour développer ce type de travail avec l'interprofession et le ministère de l'Agriculture, et monter un réseau autour des médiateurs chimiques. Je vais passer la parole à Patience, qui va nous présenter les résultats de l'enquête socio-économique menée. Merci Émilie. Effectivement, on a mené avec Meider Saint-Jean et Guillaume Detto une enquête auprès des horticulteurs pour déterminer les freins et les leviers qui pouvaient être associés à l'adoption des méthodes de lutte contre les TRIPS à base de médiateurs chimiques. On a mené pour ça une enquête à laquelle certains d'entre vous ont répondu, et on vous remercie, destinée directement aux horticulteurs, qui reprenait plusieurs aspects, et les 2 aspects les plus importants, c'était de comprendre quelles étaient les stratégies aujourd'hui mises en place pour lutter contre ce ravageur, la connaissance ou pas des techniques de biocontrôle, comme par exemple les médiateurs chimiques, et l'appétence, ou en tout cas les freins ou les leviers qui peuvent être associés à l'adoption de ces méthodes. Nous avons aujourd'hui 86 répondants, et nous avons mené notre enquête en nous basant dans un premier temps sur la revue de la littérature. Je m'explique. Nous avons commencé par identifier des freins et des leviers qui ont été identifiés dans d'autres pays, notamment dans les Pays-Bas. Il y a eu plusieurs enquêtes menées sur ces méthodes et sur l'adoption de ces méthodes. Ensuite, nous avons mené des entretiens et des réunions auprès des conseillers techniques qui nous ont permis d'identifier et de mettre en avant des freins et des leviers qui leur semblaient les plus pertinents. Donc, c'est ceux que vous voyez représentés avec les petites étoiles sur ce schéma. Et ce matin, Guillaume Detto, vous présentera plus en détail les freins économiques et les freins structurels et techniques que nous avons identifiés en matière d'adoption de stratégies de biocontrôle. Guilhem, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, le premier point, c'est qu'il y a un réel intérêt pour les médiateurs chimiques de la part des horticulteurs. Sur le premier graphique à gauche, on peut voir que les médiateurs chimiques ne sont pas beaucoup utilisés par les horticulteurs actuellement. Seuls 60% déclarent ne pas en utiliser du tout, contre 22% qui en utilisent. Toutefois, 91% des répondants se disent intéressés, dont 35% très intéressés par ces nouvelles méthodes de biocontrôle, comme on peut le voir sur le graphique à droite. Si on regarde un peu plus dans les détails, les stratégies push-pull seul et push-pull plus acarien, donc la combinaison de ces 2 méthodes, sont jugées aussi intéressantes l'une que l'autre par près des 3/4 des répondants, bien qu'il y ait légèrement plus d'enthousiasme pour la méthode push-pull plus acarien, étant donné que c'est celle qui a montré le plus haut niveau d'efficacité. L'un des aspects pouvant expliquer cet intérêt pour les médiateurs chimiques concerne les questions de santé. Les horticulteurs sont unanimes sur le sujet. Il est important pour eux d'utiliser des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé, et puisque les médiateurs chimiques ne représentent pas de risque pour la santé des employés, ils répondent donc à cette préoccupation. Ensuite, maintenant que nous avons montré qu'il existe une demande pour les médiateurs chimiques, nous devons identifier les facteurs qui font qu'ils ne sont pas encore très répandus aujourd'hui. Et pour identifier les freins principaux, nous avons interrogé les horticulteurs sur leurs priorités lorsqu'ils mettent en place des stratégies de lutte contre les TRIPS. Et on voit que les horticulteurs ne sont pas un groupe homogène, ils ont des priorités différentes. Ainsi, les 2 préoccupations majoritaires sont les prix, avec 31% des horticulteurs qui déclarent vouloir la solution la moins chère possible pour lutter contre les TRIPS, et l'efficacité arrive devant avec 32% des
horticulteurs qui déclarent que peu importe peu importe le prix, tant que l'efficacité est au rendez-vous, ils sont prêts à les accepter. Toutefois, 48% des horticulteurs, pour 48% des horticulteurs, le prix n'est pas une priorité et 32% se disent insensibles au prix de la méthode tant qu'elle est efficace. Toutefois, dès lors que les horticulteurs sont informés à propos des prix, on peut voir que le frein économique se lève, enfin se renforce, notamment pour la stratégie push-pull plus acarien. La stratégie push-pull plus acarien, en effet, près de 30% considèrent ce coût comme insupportable quand le prix dépasse le seuil des 1 euro par mètre carré à changer tous les 2 mois. Mais il existe aussi des freins non monétaires à l'adoption des médiateurs chimiques, que nous appelons les freins structurels et les freins techniques. Donc on peut commencer par les freins structurels. Pour ceux-ci, il n'y a pas de réponse dans l'immédiat pour les lever. Ces freins structurels, ils peuvent prendre la forme de la disposition des parcelles qui pourraient ne pas être adaptées pour la mise en œuvre des méthodes de biocontrôle à base de médiateurs chimiques, ou alors les horticulteurs pensent que ça leur demanderait trop de travail de les mettre en place. Par contre, pour les freins techniques, contrairement aux freins structurels, ils peuvent être réglés beaucoup plus facilement par des formations sur l'utilisation des médiateurs chimiques. Donc ces freins techniques, ils peuvent prendre la forme d'un manque de connaissances pour l'installation des bandes engluées bleues, ou bien pour un manque de qualification du personnel. Mais comme on l'a dit, ils peuvent être facilement levés par une formation. Et on remarque que les horticulteurs eux-mêmes déclarent avoir besoin de ces formations, donc on peut supposer qu'ils sont prêts à les recevoir. 72% d'entre eux éprouvent le besoin d'être accompagnés pour la mise en œuvre. Et donc maintenant, on peut s'intéresser aux canaux de transmission, aux différents moyens de fournir cette formation. Donc nous avons identifié les différentes sources d'information des horticulteurs et la confiance qu'ils placent en celles-ci. Et on voit que les sources d'information dans lesquelles les horticulteurs ont le plus confiance sont les conseillers techniques et les collègues horticulteurs. Nous pensons donc que passer par les conseillers techniques sera un canal de transmission de l'information à privilégier pour la mise en place d'un accompagnement efficace. Et cet accompagnement pourra être complété par les retours d'expérience des autres horticulteurs. Pour conclure, on peut voir que l'intérêt des horticulteurs pour les médiateurs chimiques afin de lutter contre les trips est bel et bien présent. Toutefois, il existe des freins techniques et structurels qui pourraient limiter leur adoption. Accompagner les horticulteurs pour que ces freins puissent être levés semble nécessaire, et le rôle des conseillers techniques est donc primordial. Le prix est également un facteur déterminant dans l'acceptabilité des médiateurs chimiques. Lorsque le seuil de 1 euro par mètre carré est atteint, le coût est jugé comme élevé par une majorité d'horticulteurs d'à peu près 68%. Voilà les conclusions de l'analyse socio-économique. Très bien, du coup, je prends la suite. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats qui ont été réalisés au CTIFL sur l'évaluation de cette stratégie push-pull. Donc, on a fait des essais qui ont été conduits en serre sur tablard, comme vous pouvez le voir sur la photo, là, sur des plantes en pot. Après une première année où on a essayé de travailler dans des conditions
proche de la pratique, donc en tunnel sous abri, avec une culture en sol en poivron, où on a eu une forte attaque de pucerons qui a détruit entièrement une modalité, qui du coup nous a quelque part fait perdre une année, on n'a pas pu exploiter les données. On a décidé de travailler dans des conditions contrôlées pour être certain de pouvoir avoir des résultats et des conditions qui sont plus proches, comme vous le verrez, des travaux qui ont été réalisés par Astre d'Or et qui permettent du coup de comparer et de consolider davantage les résultats obtenus par les deux centres techniques. Donc on a travaillé sur Frankliniella occidentalis. On a comparé la méthode push-pull, donc c'est l'association d'un produit répulsif, donc c'est le blister rouge, le produit Magipal de chez Russell IPM, et puis un produit attractif, donc c'est le Tripnox, c'est le blister blanc, et donc les bandes engluées qui servent à piéger les adultes. Donc le produit attractif Tripnox, il est associé directement à la bande engluée bleue, donc les blisters sont collés sur la bande engluée bleue. Et le produit Magipal, le produit répulsif, lui, il est positionné au centre de la culture. Donc on a une première méthode où on évalue la solution push-pull seule et une deuxième modalité où là on va associer cette méthode push-pull avec des lâchers d'acariens prédateurs. Et donc ici c'est l'acarien Amblyseus swirsky qui a été choisi. Et ça donc c'est comparé à une modalité sans aucun traitement. Donc les bandes engluées, elles sont positionnées sur la partie nord et sud du compartiment. Comme j'ai dit, l'attractif, il est positionné sur les bandes engluées, donc il y a un attractif par bande, et puis le répulsif, il est au centre de la culture. On a réalisé 2 expérimentations successives. Donc une première qui a été conduite sur les mois d'avril, début mai, et une seconde qui a été conduite sur les mois de juin et début juillet. Donc dans les 2 cas, en fait, on a introduit via des plants contaminateurs des trips dans la culture. Donc il y avait 3 plants contaminateurs par table de culture. Ensuite, on a fait des introductions d'acariens prédateurs, donc 2 introductions successives. Et ensuite, on a fait des nourrissages avec du pollen pour assurer une bonne installation de l'acarien prédateur. En amont, bien sûr, de chaque culture, on avait installé le système push-pull dans la serre. Et ensuite, on a fait des observations hebdomadaires, donc sur les plants de poivrons, 3 feuilles, une en haut, une au milieu, une en bas, sur 31 plants. On a suivi le nombre de trips et le nombre d'acariens prédateurs. Et en fait, on a également suivi l'effet du piégeage, donc c'est ce que vous pouvez voir sur la petite photo à droite. On a dessiné sur la bande engluée des carrés de 25 cm de côté, et on venait compter donc chaque semaine le nombre de trips collés présents dans ces carrés pour avoir une idée de l'impact du piégeage avec cette méthode. Voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc, les résultats que je vous présente ici, c'est la moyenne des 2 expérimentations qui ont été réalisées. Donc, vous pouvez voir à droite, en haut à droite, le nombre d'adultes qui est piégé, enfin le nombre d'adultes de trips qui sont présents sur la culture de poivrons, pardon. Et donc, ce qu'on observe, c'est que en rouge, vous avez la modalité sans traitement. Donc, on voit une augmentation régulière du nombre d'adultes sur les plants de poivrons. En jaune, on a donc la modalité juste le push-pull seul, voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on a une dynamique qui est à peu près semblable au témoin, avec un peu moins d'individus, et puis un plateau arrivé à partir de la 2e génération. Donc on voit déjà là un impact sur le développement du trip sur la culture. Et cet impact sur le développement est d'autant plus marqué lorsqu'on associe donc le push-pull avec les acariens prédateurs, donc c'est la modalité M4 en bleu, où là on voit rapidement en fait une baisse de la population beaucoup plus marquée que dans la modalité push-pull seul. Voilà. Dans tous les cas, à la fin de l'essai, on a une différence significative entre les 3 modalités, avec du coup une réduction de jusqu'à 50% grâce à l'association des deux modalités, enfin des 2 traitements.
Dans le graphique du dessous, c'est le nombre de larves qui est compté. Et donc là, on voit une forte différence en fait, de dynamique entre la modalité push-pull seule et la modalité push-pull avec les acariens prédateurs. Donc, la modalité push-pull seule, toujours en jaune, on voit qu'on suit à peu près la même dynamique dans le témoin non traité, donc la courbe en rouge, avec une augmentation du nombre de larves au fur et à mesure du temps, même si on a un effectif un peu plus faible. Par contre, dans la modalité avec les acariens prédateurs, en plus du push-pull, on voit un fort impact avec un développement très très faible, voire quasi nul, des larves sur la culture. Et donc là, un effet marqué en fait, des acariens prédateurs qui, eux, sont spécifiques de ce stade-là, qui vont consommer spécifiquement le stade larvaire du TRIPS. Et donc au final, la modalité push-pull combinée avec les hachides acariens permet de réduire de 92% la population de TRIPS, et donc jusqu'à presque 70% les dégâts. Dans cette diapositive, voilà, je voulais vous montrer aussi l'impact du piégeage, du coup, donc, les résultats des suivis sur les bandes engluées bleues. Donc ici, on a seulement les modalités 2 et 4, hein, parce que du coup, dans le témoin non traité, il n'y avait pas de bande engluée. Donc ce qu'on voit, c'est que on a du piégeage tout au long de l'essai, que le piégeage des adultes, il est plus important dans la modalité push-pull seul que la modalité avec acariens prédateurs. Et ça, c'est dû justement au fait que grâce à la combinaison des deux traitements, on a moins d'adultes présents sur la culture et donc de ce fait, moins de piégeage à partir de la fin de l'essai. Également, ce qu'on a voulu voir, ça c'est le graphique de droite qui le représente, c'est est-ce qu'il y a une différence d'attraction en fait entre la distance, est-ce qu'il y a un effet de la distance sur la capacité d'attraction du Tripnoc et de la bande bleue. Donc en gros, ce que vous voyez de la gauche vers la droite, c'est la distance du carré de mesure par rapport au produit Tripnoc, au blister de Tripnox. Donc entre 6 mètres, 3 mètres et 20 cm. Et en fait, on ne voit pas d'effet de la distance. On voit un effet, on voit qu'à 3 mètres, on a plus de piégeage, mais en fait, c'est simplement dû à la disposition des carrés. Il se trouve que le carré qui était à 3 mètres du blister, lui, se trouvait juste en face du tablard où on avait la culture. Donc, en fait, il était plus proche de la culture, et c'est ça qui peut expliquer le fait qu'on ait plus de piégeage, mais pas la distance au blister. Donc, voilà, par rapport à ce qui était, on a utilisé les recommandations de la firme pour la densité, et à cette recommandation-là, on voit qu'on n'a pas d'impact sur le piégeage de la distance au blister. Voilà, du coup, je laisse la parole à Émilie maintenant. Moi, j'ai terminé pour ma présentation. Merci. Merci Benjamin. Du coup, je vais vous présenter les résultats qui ont été menés à la station Astrodor Sud-Ouest en culture de verveine. Donc, on a les mêmes dispositifs qui sont utilisés, les mêmes bandes engluées bleues avec les produits répulsifs et attractifs de chez Sol IPM. Donc, vous voyez en premier plan le répulsif et l'attractif qui est positionné sur la bande engluée bleue. Pour reprendre un petit peu, donc comme Benjamin, en fait, on a à peu près les mêmes mesures, les mêmes types de notation, les mêmes stratégies, les protocoles de mise en place. Je voulais refaire un petit point par rapport aux différentes stratégies qui ont été évaluées et je vais plutôt m'attacher à comparer dans les résultats que je vais vous présenter la stratégie push-pull à la stratégie la plus couramment utilisée chez les producteurs qui est la stratégie à base d'auxiliaires uniquement. Donc, chaque année, on fait 2 phases de test pendant 2 mois sur culture de verveine et on compare à chaque fois 3 modalités, dont à chaque fois un témoin qu'on inocule. La stratégie push-pull R pour la stratégie testée actuellement et la stratégie en première année, stratégie push-pull plus auxiliaire et en deuxième année, la stratégie auxiliaire avec bande engluée uniquement. Ce qui est intéressant de regarder dans les différents résultats, c'est que la stratégie push-pull plus auxiliaire, elle est toujours plus efficace que la stratégie push-pull seule. On a obtenu des résultats similaires que ceux obtenus au CTIFL sur poivron, et que la stratégie auxiliaire, en termes d'efficacité, elle est à peu près équivalente à la stratégie push-pull, si ce n'est qu'on contrôle un peu moins le niveau de larve quand même. On a utilisé aussi cette stratégie dans différents niveaux de pression.
En forte pression, même si on obtient des résultats, l'effet et l'impact commercial, il est quand même dépréciatif, mais on voit quand même une forte réduction des populations. On l'a utilisé en présence de punaises prédatrices et on a montré que la stratégie push-pull n'impactait pas ces prédateurs. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a testé sur une autre espèce de thrips qui s'appelle Thrips nigropilosus et qui est un thrips plutôt du feuillage et qu'on n'a pas vu par contre d'efficacité de la stratégie. Et actuellement, on a 2 nouveaux essais en cours de réalisation pour l'année 2025, toujours avec la stratégie push-pull, et on compare 2 types de stratégies avec 2 types d'odeurs différentes. Alors, pour reprendre les principaux résultats obtenus, vous voyez à gauche l'évolution du nombre moyen d'adultes par pouce et à droite l'évolution du nombre moyen de larves. C'était pour vous montrer qu'on avait à peu près les mêmes graphiques que ceux qu'obtenait Benjamin sur Poivron, à savoir la perte de contrôle des populations dans la modalité orange en témoin à partir dès le début de la première génération. La modalité push-pull permet de réduire le nombre d'adultes et de larves de manière significative dans les essais. Et en 2024, on a obtenu des résultats similaires entre la modalité push-pull en jaune ici et la modalité bande engluée plus Ambliseus schwersky, qui est la stratégie la plus commune, on va dire, dans les serres de production. Globalement, on retiendra que minimum, on permet de réduire avec la stratégie, ces stratégies environ de 50% le nombre d'individus sur plante. Si on s'intéresse un peu aux dégâts, le graphique de gauche il représente plutôt la fréquence des dégâts sur la plante et le graphique de droite plutôt l'intensité des dégâts foliaires. Parce que autant réduire la population, c'est important. Ce qui est important, c'est surtout de réduire les dégâts pour avoir le moindre des dépréciations commerciales et avoir une qualité de vente de plantes intéressante. Donc, globalement, la stratégie push-pull permet de réduire tout au long de l'essai les dégâts de plus de 50%. Et ces résultats sont plus marqués pendant la phase végétative de la plante. Et à partir du moment où la plante commence à fleurir, ces effets ils sont un peu moins importants parce qu'il y a une concurrence entre les fleurs de la plante et les odeurs, notamment d'attractifs, qui sont contenues dans le blister, qui sont aussi des odeurs florales. Voilà. On s'est intéressé aussi à regarder un peu l'effet sur le rendement. Et donc, quand on travaille sur la sévérité des attaques, donc l'intensité multipliée par la fréquence des dégâts, et on définit un seuil économique autour de 15%, qui est le stade au-delà duquel la plante commence à perdre sa qualité commerciale. Les différents graphiques représentent le niveau d'attaque des plantes, et on voit qu'à milieu d'essai, avec les stratégie push-pull ou Ambliseus schwersky, on garde une qualité commerciale qui est bien plus importante quand c'est comparé au témoin qui, lui, n'a aucun moyen de contrôle. Et en fin d'essai, qui sont les 3 petits graphiques du bas, on voit que la qualité commerciale est complètement réduite dans le témoin, tandis qu'on a un niveau de commercialisation qui est fortement conservé, notamment dans la modalité schwersky et bande engluée. Et dans la modalité push-pull, après 2 mois d'essai, ça commence un peu à décliner, mais de manière générale, on garde une meilleure qualité commerciale significativement par rapport à un témoin. Par rapport à l'ensemble des individus qu'on retrouve sur les plantes après 2 mois d'essai, ces 3 petits graphiques reprennent les résultats à chaque fois pour la modalité témoin complètement à gauche, pour la modalité push-pull au milieu, et pour la modalité push-pull plus schwersky tout à droite ou schwersky seul. On voit qu'à chaque fois, on a une réduction quand même importante du nombre d'adultes et du nombre de larves, que les produits sont compatibles avec les punaises prédatrices, comme je vous le disais, comme on peut le voir sur le graphique du milieu, comme on l'a dit précédemment. Et autre notion, c'était que c'est pas forcément efficace sur toutes les espèces de thrips, et ça, c'est à garder à l'esprit. Alors, dernier aspect, parce qu'on n'en a quand même pas beaucoup parlé avec l'enquête socio-économique, c'est le prix de ce type d'approche.
On sait que c'est quand même un facteur important pour les producteurs et donc on voulait resituer un peu ça par rapport à une stratégie de lutte classique. Donc une bande engluée, ça coûte environ 4 centimes par mètre carré et vous l'installez pour à peu près 6 mois de culture. Les blisters attractifs et répulsifs, c'est environ 4 centimes par mètre carré par rapport aussi. On va les installer environ pour 2 mois dans la culture. En comparaison, un lâcher d'acarien auxiliaire, c'est environ 20 centimes par mètre carré et par rapport. Alors ici, c'est pour Chouiski à la dose de 150 individus par mètre carré pour des lâchers en vrac. Donc ça, c'est uniquement le prix des produits auquel on n'a pas compté la main-d'œuvre, qu'il faudrait compter environ 4 centimes par mètre carré et par rapport. On a voulu remettre en perspective ces différentes stratégies dont on a un peu parlé aujourd'hui et le prix qu'elles pourraient avoir et leur efficacité. Aujourd'hui, si vous installez une bande engluée seule, c'est environ 4 centimes par mètre carré, mais on sait que ça piège assez mal les adultes, uniquement si on n'utilise que la vision et donc que l'attractif coloré, c'est environ 5 à 10% des adultes qui sont piégés. Si vous rajoutez une odeur par-dessus, donc on augmente un peu le prix de la stratégie à 8 centimes du mètre carré et on va piéger 2 à 4 fois plus d'adultes, on va dire, parce que en fait, ça va être rentré aussi, ça va dépendre du stade de la culture et de la manière dont ces attractifs vont être disposés. La stratégie push-pull telle qu'on vous l'a présentée, à savoir un panneau englué avec un attractif et un répulsif, c'est environ 14 centimes du mètre carré. Ça permet assez bien contrôler les adultes, comme on l'a vu, mais au fur et à mesure de la multiplication des générations, on ne va pas forcément contrôler les larves. Ça, c'est permis plus particulièrement avec Shursky. Donc, si on combine Amblyseus Shursky avec le panneau englué gleu, alors on a un prix environ de 90 centimes du mètre carré pour un contrôle qui est un peu plus durable sur une multiplication des générations sur la culture. Mais vraiment, ce qui est le plus efficace et ce qui a montré le meilleur effet, c'est vraiment la combinaison du panneau englué, de l'attractif, du répulsif et de l'acarien auxiliaire pour un coût d'environ 1 euro du mètre carré. En comparaison, un traitement phytosanitaire, aujourd'hui, c'est 2 centimes du mètre carré. Alors, ces chiffres, ils sont quand même à moduler parce que, en fonction de la disposition, de l'utilisation de Shursky, de la dose, de l'utilisation en vrac ou en sachet, on a des prix qui sont parfois inférieurs. Là, c'était un peu un maximum. Ce qu'il faut retenir de ces essais en station et de ces preuves de concept, c'est que globalement, la stratégie push-pull, elle permet un minimum de réduire le nombre d'adultes de 50% dans les cultures et de 50% les dégâts. C'est ce qui a été montré à la fois sur poivron et à la fois sur verveine, sur l'ensemble de nos essais. Et globalement, c'est 6 fois moins cher qu'un lâcher d'acarien traditionnel actuellement utilisé. Mais si on veut une stratégie vraiment efficace et vraiment améliorer cette efficacité jusqu'à 95%, il faut vraiment combiner cette stratégie push-pull avec des acariens prédateurs et on va tourner sur une stratégie qui va coûter environ 1 euro du mètre carré. Je voulais finir cette preuve de concept en disant que il n'y a pas que chez nous qu'on travaille sur la stratégie push-pull, à travers le monde et sur d'autres cultures, c'est également le cas. Par exemple, c'est des essais menés ici en culture de fraises en Angleterre. Et ce que je voulais aussi vous montrer par ces essais-là, c'est la manière dont sont formulés les médiateurs chimiques. Donc ici, ces essais utilisent le même produit répulsif que celui qu'on a utilisé, le Magipal. Mais là, c'est la bande engluée qui est imprégnée directement avec une phéromone qui est micro-encapsulée et qui diffuse à travers la bande engluée. Durant ces essais, ils ont montré qu'on avait une diminution de 95% du trips adulte dans les fleurs, une diminution de 50% des dégâts, et ils augmentaient 76% la capture sur bande engluée avec ces modalités testées. Enfin, autre essai qui a été mené en Corée du Sud sur piment. Ce qui était intéressant dans cette stratégie, donc c'est aussi un autre dispositif, c'est que dans cet essai-là, la source de trips, elle vient de l'extérieur et plutôt du champ. Et de ce fait, le répulsif, il est positionné en pourtour de la parcelle, alors que nous, on avait choisi de le mettre à l'intérieur de notre parcelle parce que c'est vraiment la source de notre inoculum. Pour nous, c'est vraiment notre culture.
Donc, en Corée du Sud, ils positionnent le répulsif tout autour de la parcelle et ils mettent l'attractif sur un panneau englué qui est caché à l'intérieur d'une boîte au milieu de la culture. Et autre impact intéressant, c'est que le répulsif, ici, il est formulé sous forme d'une cire qui est imprégnée en fait du produit répulsif et qui va être en fait positionné en patch tout autour de la clôture qui encercle la culture. Et ce qu'on voit, c'est que la modalité push-pull en serre, c'est qu'ici la courbe en noir sur le graphique de droite va donner de meilleurs résultats que la stratégie phyto classique qui est développée en plein champ, qui est la courbe en vert, ou même que la stratégie phyto en serre, qui est la courbe en rouge. Donc on a un nombre important de diminution du nombre de trips dans les fleurs. Ils cherchent aussi à s'affranchir des problèmes de virose, et là, ils n'ont eu pas du tout de virus dans la stratégie push-pull. Et l'étude montre aussi que c'est très important les ratios des phéromones qui vont être utilisés dans les produits ou des odeurs qui vont être utilisées dans les produits selon les espèces de trips ciblées. C'est pourquoi maintenant je vais laisser la parole à Agriodor qui va nous présenter un peu les travaux qui ont été menés au laboratoire sur le trips. Bonjour à tous, je vais vous présenter comment on développe un répulsif dans le cadre réglementaire français et européen et dans le cadre de ce projet LC2. Merci. À Agriodor, comme j'avais présenté précédemment, on est divisé on a deux gros pôles, un pôle principalement labo, puis un pôle principalement terrain. Et dans le cadre de ce projet LC2, nous, on intervient dans le cadre du développement de répulsifs en laboratoire et pour identifier des répulsifs qui puissent être efficaces contre le TRIPS ciblé ici. On est venu d'abord travailler sur des plantes répulsives, identifier des plantes qui pouvaient être répulsives contre ce TRIPS-là et identifier ce qu'on appelle le volatilome des plantes. Donc, c'est l'ensemble des odeurs ou des COV, donc des composés organiques volatiles qui sont naturellement émis par ces plantes pour pouvoir cibler les composés d'intérêt pour identifier un répulsif. Et donc, le volatilome des plantes est composé d'un ensemble de molécules qui peut être très diverses, qui peut aller jusqu'à une centaine de molécules. Et pour s'assurer à la fin du projet de l'homologabilité de la solution et de son acceptabilité par les agriculteurs, on applique différents filtres. Donc, à savoir le coût sur les molécules, leur disponibilité, est-ce qu'on peut facilement les sourcer et puis après développer facilement des solutions. Et enfin, on applique un filtre réglementaire où, dans le cadre de ce projet-là, on va aller se positionner sur la réglementation française européenne pour être sûr de sélectionner des molécules qui peuvent avoir une application terrain après. Donc, ça nous donne une liste de candidats beaucoup plus réduite à tester. Puis après, en laboratoire, on va aller tester l'effet de ces molécules une à une sur le comportement des insectes, puis étudier leur synergie ensemble, l'importance des ratios dans le mélange pour développer un mélange efficace contre les TRIPS, et après formuler une matrice qui puisse diffuser l'odeur à la concentration ciblée et sur la durée déterminée pour une application terrain. Donc, dans le cadre de ce projet-là, à l'origine, on avait identifié 14 mélanges d'odeurs complexes. Donc, c'est des mélanges de composés volatiles qui, a priori, avaient un effet sur le comportement du TRIPS, et 21 COV uniques, donc 21 molécules uniques aussi qui avaient un effet sur le comportement du TRIPS. Et dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est de réaliser un travail de screening toxicologique de ces substances afin de s'assurer qu'elles entrent dans les critères de biocontrôle imposés par le Code rural. Donc ici, on est venu s'appuyer sur différents documents, le document guide européen et le règlement européen qui définissent des cut-offs qui sont définis dans le cadre européen. Donc en fait, c'est des critères d'exclusion de ces molécules-là. Et on s'est également appuyé sur la note du ministère de l'Agriculture qui est parue en septembre 2021, qui définit des critères d'exclusion supplémentaires aux cut-offs définis dans les documents guides européens. Et donc de ce travail-là, on a retiré les substances qui présentaient soit des critères d'exclusion, soit des critères cut-off, ou qui présentaient aussi, qui étaient CMR2 parce qu'ils étaient sur la liste d'exclusion française. Et donc, ça nous a donné un total de 18 candidats à tester à la fin avec 13 composés uniques et 5 mélanges complexes.
Donc, on avait cette liste de candidats composés à tester sur le comportement du TRIPS, et afin de s'assurer en fait de leur répulsion en laboratoire, on est venu d'abord repartir de l'écologie du TRIPS, donc de comment le TRIPS colonise. Donc, c'est les présentations que Émilie et Benjamin ont déjà faites. Mais en gros, le TRIPS colonise d'abord les plantes de l'extérieur, et il peut également être déjà sur les plantes lors de leur mise en place dans la culture. Et en fait, il a un comportement qui est très particulier, c'est que lorsqu'il est établi sur les plantes, il est beaucoup plus difficile à cibler par le biais des odeurs. Donc, le postulat qu'on a fait, c'était d'empêcher le TRIPS de s'établir sur les plantes et donc de développer un répulsif qui a un effet de répulsion stricte sur le comportement du TRIPS. Donc, c'est-à-dire qu'on essayait de faire fuir le TRIPS ou d'observer un comportement d'évitement vis-à-vis de la source odorante. Et pour cela, on a mis au point un dispositif de comportement qui s'appelle un olfactomètre hanté, qui nous permet de vérifier l'effet des odeurs sur le comportement du TRIPS. Donc ici, sur la photo, vous pouvez voir qu'on a mis 3 olfactomètres hantés. Ce sont des dispositifs tubulaires dans lesquels on vient diffuser une odeur versus un témoin, et on regarde la dispersion des TRIPS dans les tubes. Et en fait, en comptant le nombre de TRIPS qui sont dispersés dans différentes zones de nos olfactomètres, on peut quantifier l'effet des odeurs testées. Donc si on a plus de TRIPS qui sont du côté témoin, on peut en déduire que notre odeur elle a un effet répulsif. Donc cette quantification, elle nous permet de comparer nos candidats les uns après les autres, et associé à ce dispositif-là, on vient réaliser des prélèvements d'odeur dans nos olfactomètres pour corréler l'effet des odeurs à la concentration dans l'air et déterminer la concentration cible à avoir sur le terrain pour espérer avoir une efficacité sur les TRIPS. Et donc, ces concentrations cibles nous permettent après de formuler et de développer des matrices pour le passage au terrain. Donc à ce jour, sur les 18 candidats initiaux qu'on avait ciblés, on en a testé 10 en laboratoire à 3 concentrations différentes pour essayer d'identifier la meilleure concentration cible, et on les répète également sur 3 répétitions temporelles au minimum afin de s'assurer de la robustesse de nos résultats et pour vérifier que le résultat qu'on observe il se confirme jour après jour. Donc, sur les 10 candidats testés, on a identifié 2 candidats potentiels pour des applications terrain, donc avec des indices de répulsion suffisamment élevés pour un passage au terrain. Et ici, je vous présente le résultat d'un des candidats qu'on teste actuellement sous serre, où on a des indices de répulsion qui peuvent aller jusqu'à 50% pour une concentration qu'on a identifiée en laboratoire. Donc, une fois qu'on a identifié les candidats à formuler, on a défini un cahier des charges avec les partenaires de la filière, donc ici avec l'Astredor et les CTIFL. Et dans ce cahier des charges, on prend en compte différents critères. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer le diffuseur sur la culture? Donc ici, c'est un diffuseur à accrocher sur un support. On a défini la diffusion cible à émettre dans les serres pour espérer avoir retrouver l'efficacité qu'on a identifiée en laboratoire. Et on a également déterminé une durée d'efficacité minimum pour le diffuseur, donc ici 1 mois au minimum, pour assurer un minimum de renouvellement de ces diffuseurs. Et une des contraintes qui est particulière à ce projet-là, c'est que notre matrice ou notre diffuseur doit résister à des températures supérieures à 30 degrés, étant donné qu'ici, on vient travailler sous serre sur une période printemps-été. Donc, une fois ce cahier des charges défini avec les partenaires, on développe les matrices en laboratoire. Donc, en fait, on teste différentes formulations. On assure un suivi cinétique en laboratoire pour s'assurer des dynamiques de diffusion, vérifier que la concentration elle est stable sur la durée souhaitée et que les ratios donc, des composés dans le mélange sont stables aussi sur la durée souhaitée. Et on vient vérifier cette stabilité à différentes températures. Donc ici 20, 30 et 40 degrés en laboratoire, afin de s'assurer et de prédire une durée de vie des formulations en conditions réelles. Et puis une fois qu'on a validé ça en laboratoire, on vient les tester sous serre. Et donc sous serre aussi, on récupère quelques diffuseurs pour réaliser des suivis cinétiques en conditions naturelles et s'assurer toujours de la stabilité de la concentration et de la stabilité des ratios. Et on va également travailler à cartographier la diffusion des odeurs sous serre, donc c'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements d'odeurs à différents endroits de la serre
pour vérifier la dispersion des odeurs sous serre, voir quelles étaient les molécules émises à certains endroits et leur concentration, pour pouvoir aller comprendre un petit peu plus les résultats de comptage et expliquer les variabilités qu'on peut observer sous serre. Merci Margot. Je vais finir ce webinaire avec le message clé qu'on veut que vous reteniez de ce projet pour le moment. Ce qui ressort de l'enquête socio-économique menée par l'Université de Bordeaux, c'est l'intérêt fort quand même des producteurs pour cette technique et ces nouvelles stratégies de protection des cultures, avec un besoin d'accompagnement important. Les producteurs sont ouverts à tester des nouvelles pratiques, notamment contre le TRIPS, qui reste quand même un ravageur très important des cultures depuis une dizaine d'années. Mais toutefois, avec un facteur et un frein qui reste le prix, qu'il faut qu'il reste supportable. Et on sait bien aujourd'hui qu'un des principaux freins au développement du biocontrôle dans les entreprises reste le prix de ce type de solution. Donc, charge à nous aussi, en tant qu'institut technique, de trouver des solutions qui soient à un prix supportable pour les structures, tout en accompagnant et en formant aussi les entreprises et les salariés des entreprises de production à ces nouvelles méthodes par l'intermédiaire notamment du conseil et de la formation. Les essais menés dans les 2 instituts techniques, aussi bien en culture maraîchère qu'en culture ornementale, ont montré quand même des résultats qui vont sur les mêmes tendances, avec un gain fort de la stratégie push-pull pour la gestion des trips adultes, qui était initialement la question posée. Est-ce que les odeurs peuvent permettre de mieux contrôler le TRIPS dans les serres? La réponse est oui. Ça reste quand même une solution qui est moins chère et qui est moins contraignante à appliquer que la lutte biologique, mais c'est aussi moins efficace quand c'est seul. On est bien plus efficace quand on apporte la stratégie push-pull avec des acariens auxiliaires. Il y a un effet synergique qui permet de lutter à la fois contre les adultes et contre les larves. Et la combinaison de stratégies permet minimum de réduire la population de 80%. Donc, c'est une stratégie qui a montré sa preuve de concept dans les serres de production. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de cibler avec Agriodor d'autres candidats pour lutter contre le TRIPS. On a vu que c'est pas forcément efficace contre toutes les espèces de TRIPS. On s'est pas trop étendu sur les molécules qui ont été utilisées, mais notamment dans l'attractif, c'est un mélange d'odeurs florales. Et ces odeurs florales, elles attirent que les TRIPS des fleurs. Or, il y a aussi des TRIPS qui étaient des fleurs sur les feuilles. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un odeur qui est adapté aussi aux ravageurs ciblés et de formuler ces odeurs pour vraiment optimiser leur performance dans les serres. Et ça, on s'attachera à le faire plus en détail cette année, en 2025. Enfin, on en a parlé aussi à travers l'enquête, adopter ce type de pratique en entreprise de production, c'est aussi travailler avec les producteurs à leur déploiement, c'est aussi échanger entre pairs sur l'adoption de ce type de pratique. Donc, on a commencé à faire des essais en entreprise en 2024 chez 4 horticulteurs. Et déjà, ce qui est important, l'objectif, c'était vraiment de voir si c'était possible de déployer aussi ce type de stratégie dans des systèmes de culture florale diversifiés. Donc, on a testé en culture de chrysanthème, de cyclamène, de pied-mer. Et un des points importants qu'on a relevés, c'est qu'à chaque fois, on a identifié des populations de trips qui étaient complexes. On n'a pas souvent qu'une seule espèce et que l'identification de ces espèces est importante pour la réussite de ce type de stratégie. Bon, la mise en œuvre dans les structures est encore, dans les entreprises, est encore à affiner. On a déjà travaillé sur le positionnement, notamment des bandes avec des clips pour les tendre plus facilement, mais il se pose encore la question de la répartition des diffuseurs, par exemple, par rapport à la culture. Et enfin, c'est un point important aujourd'hui qui reste en suspens, c'est la disponibilité des produits. Les producteurs le savent bien, c'est pas
voilà, les produits qu'on a testés aujourd'hui ne sont pas forcément disponibles sur le marché français. Et même si c'est une stratégie qui est actuellement assez intéressante pour gérer le TRIPS, on ne peut pas encore totalement la déployer sur les entreprises. Donc, c'est ce qu'on s'attachera à faire pour cette dernière année d'essai. Je vous invite, si vous ne l'avez pas consulté, à pouvoir répondre à notre enquête. Aujourd'hui, on est à 86 participants et on voudrait une centaine pour pouvoir consolider en fait les résultats. Donc, le lien de diffusion est ici. Je le remettrai dans la discussion tout à l'heure. Il faut environ 10 minutes pour y répondre. Alors, surtout, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur le projet, je vous invite à consulter la page du projet sur le site Astre d'Or, où vous pouvez retrouver la présentation du projet, mais aussi une vidéo explicative de la mise en place de ces diffuseurs. Voilà, c'est la fin de ces explications pour ce webinaire. On va pouvoir passer à la phase de questions et je vais relaisser la main à Isabelle. Je voulais juste finir en remerciant quand même les financeurs de ce projet, France AgriMer, mais aussi l'interprofession Valeur, qui nous soutient pour mener ce type de projet innovant. Bien connu le timing, sur 1 heure de présentation. On va passer maintenant à une demi-heure dédiée à vos questionnements. Brice se fera modérateur. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été poussées. Elles ne pourront pas toutes être partagées. Donc, Brice est là pour en faire une synthèse. Merci à vous. Donc, je prends la parole. Donc, merci beaucoup pour ces interventions et pour ce travail en équipe qui réunit de beaux partenaires et qui permet d'amener un beau projet. Donc, on a des questions qui sont plutôt sur l'usage. Donc, il y a eu quelques réponses déjà en cours. Mais donc, on va revenir. Il y a une question qui est, avez-vous pu confirmer que Frankliniella occidentalis était bien piégé ou non par d'autres pièges, ou non, ou par d'autres, ou y a-t-il d'autres espèces qui sont piégées? Et non, pas Du d'autres coup, espèces, pardon. pour Est-ce que répondre à cette c'était... question, en fait, on a fait faire régulièrement dans chaque essai, chaque année, des analyses taxonomiques par l'ANSES pour bien vérifier les espèces. Donc, dans le cas du CTIFL, nous, il y avait quasiment exclusivement Frankliniella occidentalis et très ponctuellement, il y a eu Trips tabaci. Et après, je vais laisser Émilie, qui n'est pas dans le même cas que nous. Alors, en culture ornementale, il y a beaucoup plus d'espèces de trips qu'on retrouve dans les serres, ne serait-ce que chez les producteurs. On a retrouvé du Frankliniella intonsa, qui est une espèce qui se développe beaucoup en été et qui est une espèce plutôt asiatique qui est proche de Frankliniella. On a retrouvé Trips nigropilosus, qui est plutôt une espèce africaine et qui viendrait plutôt avec les boutures et les pieds mères qu'on retrouve, et d'autres espèces de trips. Donc, on s'est attaché aussi pendant le projet à apprendre à connaître ces différentes espèces de trips, à les identifier. Alors, identification, c'est quand même une histoire de spécialiste, hein, c'est surtout du microscope et de l'ANSES qui peut le faire, mais on a quand même des clés d'identification simplifiées, et ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a deux grandes catégories de trips, les trips des fleurs et les trips des feuillages. Et il y a quelques espèces de trips du feuillage qui commencent à fortement se développer. Et aujourd'hui, ces trips du feuillage, comme Trips nigropilosus, ils ne sont pas forcément sensibles à cette stratégie de push-hook parce qu'ils sont attirés, nous, les odeurs qu'on a utilisées pour cibler une majorité des espèces de trips comme Frankliniella occidentalis ou Trips tabaci, qui représentent peut-être 80-90% des espèces qu'on retrouve. Ils sont vraiment attirés par les fleurs. Donc, on a utilisé des odeurs de fleurs. Mais c'est pour ça que c'est important, dans le cadre de la mise en œuvre sur une entreprise, de commencer par identifier la population qui pose problème. Et ça, c'est vraiment un facteur clé aussi de réussite en développement. Merci pour cette réponse. Du coup, il y avait des questions qui se regroupent un petit peu sur l'utilisation de cette technique push and pull. Alors, soit
en extérieur, soit partiellement ouverte, que ce soit sous abri, en verger ou en lieu public. Est-ce que c'est autorisé? Et je pense qu'il y a aussi peut-être une question de savoir est-ce que ça peut être testé ou est-ce que c'est efficace. La partie réglementaire. Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la partie réglementaire. C'est une question qui va être traitée de façon plus précise. Mais en tout cas, sur la partie technique, pour répondre directement à la question sur la myotique, je pense pas qu'il y ait de contre-indication. Je pense que ça peut tout à fait fonctionner, comme ça fonctionne sur d'autres cultures, notamment en fraises sous abri. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Après, sur la partie, en milieu plus ouvert, donc arboriculture ou jardinerie, enfin espace vert, on est toujours soumis à la dispersion qui peut être très rapide des odeurs, donc qui peut limiter l'effet. Et puis il y a des surfaces aussi qui vont être beaucoup plus importantes que les surfaces sous abri, et ce qui peut du coup rapidement augmenter les coûts de la technique, parce qu'il va falloir déployer une plus grande quantité de produits attractifs, de bandes engluées, etc. Et donc ça peut rapidement augmenter le coût de la méthode. Pour compléter un peu ce que dit Benjamin, de telles stratégies, elles ont déjà été testées, enfin, des stratégies similaires ont été testées aussi en verger, en plein champ ou sous tunnel. Donc c'est tout à fait possible en fonction du ravageur et des odeurs identifiées de déployer des stratégies répulsives ou attractives dans des environnements plus ouverts. Après, en revanche, ce qui va changer, c'est plutôt les modalités d'application. On peut travailler sur des formulations qui sont différentes, avec des concentrations qui sont plus élevées, pour avoir des modalités d'application qui sont plus faciles à mettre en œuvre en fonction du milieu dans lequel on va se trouver, pour pouvoir couvrir des surfaces qui sont plus grandes pendant plus longtemps. Donc c'est possible, mais ce ne sera pas exactement sous la même forme. D'accord, donc on a un itinéraire qui sera un peu différent et des recommandations qui seront différentes. Et ces recommandations, ce sera les firmes qui seront en charge de les proposer, c'est ça? J'ai pas compris la fin de la phrase, je suis désolée. Ah, donc les recommandations, ce sera toujours les firmes qui les proposeront pour les concentrations et pour la répartition des pièges et des Ce n'est fumiers. pas qu'une histoire de recommandation, c'est aussi une histoire de formulation. Si D'accord. on va décider de lutter contre, par exemple, du puceron en plein champ, on va pas forcément appliquer de la même manière le produit s'il y a une grande surface à appliquer. Après, d'un point de vue réglementaire, dans les stratégies push-pull, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, elle évolue pas aussi vite peut-être que le paysage innovant dans lequel on évolue, et elle n'est pas tout à fait dimensionnée pour les répulsifs. Aujourd'hui, on connaît les attractifs parce qu'ils permettent de faire du piégeage, ils permettent de faire de la confusion sexuelle, mais c'est toujours des attractifs. Un répulsif, il n'a pas actuellement un statut réglementaire très bien défini en France, et c'est ce qu'il est aujourd'hui important de définir pour pouvoir déployer les stratégies push-pull en production. Si vous avez un attractif qui va attirer sur un piège, il n'y a pas de souci. Si c'est un répulsif, aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien comment traiter cette molécule d'un point de vue réglementaire pour une adoption en entreprise. Et du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'acceptation du prix, donc sur l'acceptation du coût en fait de cette technologie. Est-ce qu'il y a des pistes? Donc, j'ai vu pendant la présentation que une acceptation à 1 euro le mètre carré, c'était vraiment un peu limite. Est-ce qu'il y a des voies qui permettraient de faciliter cette acceptation auprès des professionnels? C'est une bonne question. On n'a pas, dans l'enquête, on n'a pas questionné, suite au fait qu'on ait interrogé les horticulteurs sur les coûts, on ne s'est pas forcément interrogé sur ce qui pourrait permettre de favoriser l'acceptation, même si le coût est considéré comme trop élevé. Parce que l'enjeu de l'enquête, c'est surtout dans un premier temps, d'identifier ces freins. Après, les moyens de les lever, ça reste toujours l'efficacité. On a quand même vu que c'était une des premières slides qu'a présenté Guilhem. Quand le produit est efficace,
finalement, oui, pourquoi pas s'engager dans des stratégies indépendamment du coût. Maintenant, on n'a pas creusé plus sur ce qui pourrait engager davantage. Alors, c'est une évidence que si c'est une solution très efficace qui permet de lever les enjeux les effets de ce ravageur sur les cultures, j'imagine qu'un euro, c'est un euro bien investi, que si c'est pas efficace, c'est toujours trop cher, même à 0,14 centimes. Or, on vient de voir le contraire. Maintenant, ça peut être des questions qu'on peut poser dans une future enquête, parce que le projet ne s'arrête pas là. Et on est déjà très content d'avoir constaté une curiosité, une appétence pour des méthodes innovantes qui nécessitent de la mise en œuvre, malgré une connaissance assez faible du sujet, hein, puisque les répondants ont découvert dans l'enquête comment on mettait en œuvre ces bandes. On n'était pas là pour répondre à toutes les questions. Et donc, j'imagine et j'espère que si c'est davantage diffusé et qu'il y a une meilleure connaissance, on pourra travailler sur une diffusion de ces méthodes et des pratiques. Je ne sais pas si c'était clair comme réponse, mais j'ai pas beaucoup d'autres éléments. Après, d'un point de vue technique, il faut savoir que les gens qui ont des problématiques aiguës de TRIPS dans leur culture, ils dépensent déjà cet argent-là, en tout cas en culture ornementale. Il y a des moyens de diminuer les coûts qui sont plutôt sur les méthodes d'application. Alors, ce qui coûte cher dans le 1 euro du mètre carré, c'est, comme vous l'avez compris, c'est surtout l'application d'acariens auxiliaires, mais ça, c'est déjà largement utilisé. Après, on peut travailler sur des méthodes d'application, parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est aussi très manuel, et donc on peut faire aussi des économies d'échelle. Et ce qu'on tend à vouloir montrer aussi peut-être en 2026, c'est qu'aujourd'hui, on a calé le push-pull plus les auxiliaires, les apports d'auxiliaires, ils sont calés comme si on faisait pas de push-pull. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire aussi, c'est diminuer le nombre d'apports auxiliaires. Par exemple, sur une culture de verveine, on fait 4 apports d'auxiliaires. Bah, peut-être qu'on pourrait réduire qu'à 2 sur des phases plus ciblées de la culture et ça permettrait quand même aussi de diminuer le coût. Et ça, on pense que c'est faisable. Ce projet-là, il a plutôt vocation à travailler sur les médiateurs chimiques, sur LC2, mais on va, je pense, déployer aussi des essais dans des essais défis XP, qui sont plutôt des essais à l'échelle éco-phyto, à l'échelle des systèmes de culture, où on va déployer une stratégie complète, et là, on s'intéresse aussi plus aux facteurs économiques de la stratégie sur l'ensemble de l'année également, et sur un ensemble de cultures. Parce que là, on fait des essais, chez nous, sur 2 mois. Mais l'idée, c'est bien aussi de travailler d'une stratégie qui va commencer du 1er janvier au 31 décembre. Oui, ça recoupe un peu avec une question qui était de comparer en fait la combinaison push-pull acarien avec acarien seul. Donc il y a eu un peu de réponse sur la verveine. Et du coup, il y avait une question sur le poivron mais qui a été répondue dans les questions, mais si on peut revenir un peu dessus, savoir si en comparaison du témoin et de l'acarien seul, si on pouvait après voir cet effet combinatoire push-pull et acarien, qui permettrait de diminuer les coûts. Ouais, je pense qu'il y a déjà un effet important de l'acarien seul. En fait, on n'a pas mis en place cette modalité pour des raisons de coût. On était limité en fait dans ce qu'on pouvait faire, mais il y a déjà pas mal de bibliographies, de résultats d'essais qui montrent que l'acarien prédateur, Swirsky notamment, et d'autres ont des effets quand même suppressifs importants, notamment en culture de poivron sur laquelle ils s'installent plutôt bien. Donc en fait, quand on est dans des conditions de pression faibles à moyenne, les lâchers d'auxiliaires, les lâchers d'acarien prédateur suffisent largement en fait pour contrôler les populations. Et c'est vrai que moi j'aurais tendance à conseiller ce type d'association plutôt dans des conditions de forte pression où les producteurs se trouvent dans des situations plus difficiles et on a besoin de plus d'efficacité. En fait, le gros intérêt avec cette méthode, c'est de cibler à la fois les adultes grâce au piégeage et les larves grâce à l'acarien prédateur. Et donc, en fait, on a vraiment un effet synergique de l'association des deux méthodes qui ciblent tous les stades de développement du ravageur. Du coup, une meilleure efficacité. Et après, ben voilà, pour continuer sur ce que vous disiez, mais ça, je pense que ce sera des travaux plus particuliers, travailler sur de nouvelles doses d'acarien prédateur pour réduire les coûts. C'est tout à fait envisageable, mais c'est des essais qui doivent être designés pour répondre à ce type de questions-là. Donc c'est là un autre projet, quoi.
Et toujours pour rebondir là, sur ces acariens, est-ce qu'il existe ou est-ce que vous testez des acariens prédateurs qui étaient avec un coût moins élevé? Est-ce que c'est envisageable aussi? Oui, oui, c'est tout à fait envisageable. Après, on a utilisé Swirsky parce qu'on avait eu des bons résultats dans d'autres projets et parce qu'on sait on connaît son efficacité sur la gestion du TRIPS. On sait aussi qu'il est adapté dans des conditions un peu plus chaudes et qui correspondent davantage aux conditions des essais et puis aux conditions de culture, notamment pour le poivron, qui est une culture qui est plantée plutôt tard et qui va se développer dans des conditions chaudes. Voilà, donc contrairement à d'autres acariens prédateurs comme Cucuméris qui sont plutôt utilisés en début de culture sur des cultures plus précoces, voilà, ça n'aurait pas été pertinent de l'utiliser parce qu'il n'aurait pas été dans des conditions idéales à son développement. Donc c'est vrai qu'il y avait d'autres possibilités comme Transdeus mondorensis par exemple qui aurait pu être testé. Ça n'a pas été fait parce qu'on n'avait pas la possibilité de tester différents acariens prédateurs, mais je pense que ça pourrait tout à fait fonctionner avec cet acarien prédateur-là. C'est vrai que comme je l'ai dit dans les commentaires, on n'a pas utilisé Mondorensis parce que nous, on avait, dans un projet précédent, testé cet acarien prédateur et on avait eu des résultats mitigés en termes d'installation. Donc, on n'avait pas voulu poursuivre sur cet acarien prédateur. Pour revenir aussi à d'autres questions qui sont dans la conversation, c'est à savoir si on a testé en combinaison avec d'autres leviers comme le Bovaria bassiana aussi. La réponse est non. C'est vrai que c'est vraiment un projet ciblé sur les médiateurs, mais par ailleurs, au CTIFL comme à Astre d'Or, on teste beaucoup de stratégies combinées. Benjamin, il a parlé aussi du nourrissage des acariens prédateurs qu'il a parfois fait dans ses essais. Et on sait que c'est aussi ces ensembles de stratégies qui doivent évoluer ensemble pour arriver à une stratégie qui va être économiquement acceptable et efficace. Aujourd'hui, là, on veut déjà s'attacher à travailler un peu mieux, comprendre comment on pouvait utiliser les odeurs contre les TRIPS, lesquels, comment les mettre en œuvre. Tout ça dans un périmètre assez restreint de 3 compartiments pour chacun d'entre nous. Donc, ça nous contraint en termes de modalités et il faut vraiment se focaliser sur la question d'abord du piégeage et du push-pull pour essayer de mieux le comprendre. Si on combine trop de facteurs en même temps, du coup, on a plus de difficultés à savoir qu'est-ce qui est vraiment efficace, mais il est vrai qu'aujourd'hui, tester peut-être un champignon entomopathogène, c'est un coût beaucoup moins important que tester un acarien prédateur. Sauf qu'en plein été, par 30 degrés, c'est pas forcément aussi la solution la plus efficace. Donc, il va y avoir des solutions qui vont être efficaces en fonction du stade de la culture, ça on en est bien conscient. Et par ailleurs, comme pour Benjamin, les différents acariens prédateurs, on en a testé un certain nombre avec les centres de nourrissage sur différentes cultures. On sait qu'il y en a qui répondent mieux que d'autres. Mais voilà, c'était la choix et le preuve de concept de se dire est-ce que ça fonctionne ou pas cette stratégie avec des acariens prédateurs. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un effet synergique et qu'on arrive à faire ce qu'on voulait, à savoir mieux contrôler les populations d'adultes, ce qui est assez peu fait par d'autres moyens de biocontrôle, excepté les punaises, mais qui ne sont pas toujours une évidence en culture ornementale et évident à conserver dans les serres et qui sont commercialement à un prix important aussi si on veut les lâcher. Voilà, donc on a des questions qui apparaissent. Il y avait une question aussi qui un peu sort du cadre du projet, mais c'était par rapport aux plantes COV. Je pense que j'allais monter vers Agriodor. Est-ce que ces plantes COV peuvent avoir un impact directement sur sur les TRIPS, si elles étaient présentes en culture? Et savoir, est-ce que vous avez, vous, un panel de plantes qui produisent ces COV qui sont répulsifs ou attractifs par rapport aux TRIPS? Ah, vous voulez dire des plantes qui émettent naturellement les odeurs répulsives? Voilà, c'est ça. Alors, oui, ça existe. Après, c'est plutôt la faisabilité et l'application qui est pas forcément évidente d'apporter des plantes directement dans les cultures. Et du coup, nous, c'est pas ce qu'on fait à Agriodor. On vient mimer le vivant pour identifier quelles sont les molécules d'intérêt et créer des parfums plus réduits, en fait, avec uniquement les molécules qui ont un effet, parce qu'une plante répulsive, elle peut émettre un ensemble de molécules et finalement, il n'y en a que quelques-unes qui ont un effet sur l'espèce à cibler.
Et donc nous, on vient vraiment recréer ces parfums-là pour les mettre dans des diffuseurs pour une application facilitée en serre ou en verger ou dans d'autres types de cultures. Mais ça existe d'avoir des plantes qui émettent des composés qui sont soit attractifs, soit répulsifs, et d'intégrer directement ces plantes dans des stratégies culturelles. Mais après, c'est pas le même effort non plus de la part de l'agriculteur. Ok, donc après là, on passe sur des questions sur un autre modèle, sur la rose, fleur coupée, où le cycle du strip se passe dans le bouton et savoir si on peut utiliser cette méthode. Alors, la question était aussi, je la vois dans la conversation, c'était Ouais. qu'à une époque, on utilisait beaucoup un produit à base d'ail pour sortir justement les trips des boutons. Alors en fait, le projet, il est aussi né un peu de là parce qu'on avait déjà commencé avec un produit répulsif à base d'ail, mais en fait, l'ail, ça contient des composés soufrés et quand on l'utilise à forte concentration, ça donne aussi mal à la tête aux salariés qui sont dans les serres. Donc c'est pas forcément complètement anodin et donc c'était comme ça qu'un jour on s'était penché sur la question à savoir si on pouvait utiliser d'autres odeurs. Donc la question c'est bien de toute façon de modifier l'environnement olfactif du trip, c'est que le rendre désagréable et le pousser à sortir en fait de la fleur. Après, aujourd'hui, on n'a pas utilisé cette méthode en cas de trips déjà installés dans le bouton floral. Donc, c'est assez dur de répondre à la question est-ce que ça peut sortir? Mais ça vaudrait le coup d'essayer. Toujours est-il que je peux quand même dire on a déjà installé la technique push-pull dans l'un des essais sur une culture où il y avait déjà 30% de plantes qui étaient bien touchées par le trips. On n'en donnait pas grand-chose, mais malgré ça, on a quand même observé des résultats qui étaient plutôt assez bons. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on va plutôt installer la méthode de manière précoce avant la pression. C'est toujours mieux d'installer les dispositifs directement à la mise en place de la culture, voire une semaine avant. Mais si on observe déjà la pression trips dans la serre, c'est pas trop tard pour installer la technique. On peut aussi encore l'installer. Ça va faire son effet au cours du temps. À partir du moment où on voit une population de trips s'installer dans les cultures ornementales, il faut bien 3-4 semaines pour observer quand même déjà vraiment des dégâts et des voilà. Donc, c'est une stratégie au long cours qui peut aussi atténuer des symptômes qui sont déjà en place et qui fonctionnent mieux en pression modérée, mais qui a un impact aussi sur une pression forte d'individus. Il va falloir peut-être redoubler d'efforts sur d'autres stratégies combinées, mais c'est possible. Donc, en fleurs coupées, moi, j'aurais tendance à dire oui, on peut essayer, mais en combinaison avec d'autres choses potentiellement aussi pour faire sortir des fleurs. Et l'ail, pourquoi pas, mais on essaye aussi de démêler avec ce projet qu'est-ce qu'on peut utiliser comme médiateur chimique. Et c'est pas toujours évident entre les produits qui sont commercialisés comme fertilisants. Là, l'objectif, c'était d'utiliser plutôt des médiateurs chimiques qui s'appliquaient pas en pulvérisation sur la culture. Et le projet qu'on avait commencé sur les huiles essentielles, c'était aussi un peu ça. Ce qu'on veut, c'est diffuser une odeur dans l'air. C'est pas la pulvériser sur la plante et on veut éviter que ça touche directement la plante. Alors moi j'avais une petite question un peu pratico-pratique de votre retour sur la mise en place des essais. Donc là c'est assez contrôlé. Est-ce que c'est facile de mettre en place tous les films, de mettre en place les répulseurs chimiques? Est-ce que vous avez trouvé une facilité? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit faire partie de l'acceptabilité dans la formation ou voilà, c'était votre retour sur le terrain? Moi, j'ai trouvé ça assez simple. Les blisters, ils sont faciles à utiliser, à déposer dans la culture. Euh, Avec le système d'agrafe plastique, on a pu étendre, enfin, tirer assez facilement les bandes engluées bleues, les bouger, en plus les remonter le long de la culture la première année quand on a travaillé en conditions proches de la pratique en tunnel. Voilà. Et puis, de toute façon, ce sont des matériels qui sont déjà développés pour d'autres applications. Enfin, ces bandes engluées, elles existent pour d'autres couleurs, pour d'autres enfin, pour d'autres ravageurs. Donc, du coup, ce sont des matériels, je pense, qui sont déjà, on va dire, communs, entre guillemets, pour de nombreux maraîchers, en tout cas. Bah, globalement, c'est la pose de la bande engluée qui va
avoir un peu plus de réticence par rapport aux producteurs parce que c'est de la colle, on s'en met un peu plein les doigts, mais concrètement, on a trouvé aussi des moyens de les installer avec les clips qui sont plutôt durables et qui permettent de l'étendre assez facilement. Donc on peut le voir sur la vidéo si vous voulez, vous pouvez voir sur la page du projet. C'est important de regarder quand même la disposition et la mise en place. Les blisters, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir des produits formulés. Aujourd'hui, il faut à peu près 2 blisters pour 100 mètres carrés. C'est pas très compliqué à installer. Il ne faut pas une formation particulière, si ce n'est qu'il faut quand même peut-être faire attention au sens de la pose pour que l'odeur elle diffuse bien dans la serre. Voilà. Mais il n'y a pas de. Les produits, quand ils sont déjà développés, on a déjà en fait ce souci d'avoir fait un produit facile à utiliser, quoi. Voilà, et puis je voulais terminer ce webinaire par une dernière question sur le déploiement de cette technique que vous avez mis en évidence et dont je retiendrai surtout que avec 50% d'efficacité, on peut avoir 50% de produits qui sont non altérés et qui sont vraiment bon pour la vente en fait et que ça a vraiment une plus-value. Donc par rapport à l'enquête de Bordeaux Sciences Économiques, c'était la confiance qu'ont les professionnels par rapport aux conseillers techniques et aux autres horticulteurs. Quelles seraient vos préconisations pour le déploiement en fait des résultats que vous avez obtenus dans la profession? Voilà. Alors, l'analyse des résultats est encore en cours, donc on a fait une petite présentation de deux des résultats et on travaille quand on aura terminé toute cette analyse, parce que Guilhem nous a rejoint il y a seulement un mois, donc on est encore dans le début du dépouillement de ces résultats d'enquête, mais on voudrait réaliser des infographies. Et là, on s'appuiera sur les équipes d'Astrédor, du CTIFL notamment, et aussi d'Agriodor, pour savoir quel type de présentation on peut utiliser. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on refait des webinaires? Est-ce qu'on fait des infographies? Est-ce qu'on fait un gros rapport? Bon, on part plutôt sur l'infographie, hein, le format court avec des messages clés est intéressant, mais on en fera sûrement plusieurs, parce qu'il y a plusieurs volets dans l'enquête. Et on aimerait bien mettre en valeur l'ensemble de ces résultats. Sur la Merci. Je finis juste un petit mot sur la valorisation des résultats, Isabelle, avant de te redonner la parole. Tout au long de ce projet, c'est aussi on essaie de constituer quand même un réseau. Comme on en a parlé pour l'enquête, on a consulté les conseillers. Les conseillers sont un vecteur important aussi pour diffuser la pratique. On travaillait avec les groupes défis fermes horticoles. On a présenté les résultats à plus de 350 producteurs déjà, donc c'est quand même important à l'occasion du Cival. On va essayer de mettre ça en pratique aussi lors des formations, par exemple biocontrôle à l'usage des différents produits de biocontrôle. Donc en fait, le canal est ouvert pour travailler au plus grand nombre. L'idée, c'est de donner des chiffres, des informations et pouvoir les réintroduire après dans plusieurs supports pour diffuser la pratique. Voilà, je te laisse la parole, Isabelle, pour terminer. Oui, merci. Nous arrivons là au terme de ce webinaire sur une question qui reste encore ouverte, hein, une solution prometteuse, mais le projet est encore en cours pour une année supplémentaire. On va remercier les auditeurs pour leur intérêt, remercier les intervenants experts, donc Émilie Maugin pour Estrador, Patience Le Costumaire pour BSE, Margot Tixeran pour Agriodor et Benjamin Gare pour le CTIFL. Merci d'avoir partagé ces résultats. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur les différentes plateformes et des informations qui ont été partagées et les perspectives. On peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous au printemps 2027-26 pour la suite des résultats. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à tous.